En ces temps de campagne présidentielle, il est bon ton pour tous les politiques de tous bords de rappeler que le vin n'est pas un alcool comme les autres en France. Et puis en fait, c'est plutôt vrai. Plusieurs siècles avant notre ère, on cultivait déjà la vigne dans notre pays, et son développement en a fait en France un symbole culturel tout autant qu'un secteur économique florissant. Un secteur qui doit déjà faire face aux effets du changement climatique. Nous sommes le mercredi 23 février 2022. Prenez un verre, ouvrez une bouteille. Ce soir, dans l'épisode 469 de Podcast Science, nous parlons de la science du vin. Bienvenue! Et donc pour en parler ce soir, nous avons une grande table virtuelle et une petite table physique. Je commence par Eléa qui est depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. À la technique, notre Alsacien Pascal. Salut tout le monde. Et donc autour de la table physique, nous avons notre invitée Anastasia Rock depuis Paris. Bonjour. Et donc, qui est chez moi, Johan, depuis Paris aussi. Et donc, Anastasia, que j'ai rencontrée en faisant de la rando il y a 2 ans, et qui donc est spécialiste de vin, et donc qui a accepté gentiment de venir ce soir nous poser, de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux tout d'abord, en introduction, peut-être te présenter en quelques mots et ton parcours ? Très rapidement, alors moi j'ai fait un master en vigne et terroir à l'université de Bourgogne, donc j'ai appris la science de la viticulture et la science du sol, et puis aujourd'hui je dirige le centre de sélection de la vigne qui est basé au Grau-du-Roi dans le Gard. D'accord, pas loin de Montpellier. Pas loin de Montpellier et pas loin de la Camargue. D'accord. Et tu travailles aussi, je crois, à l'Institut français de la vigne et du vin. Tout à fait, ouais. Le centre de sélection est aujourd'hui le centre de sélection de la vigne et du vin. Donc c'est là où on produit, où on sélectionne l'ensemble des vignes qui seront demain plantées en France et serviront à faire du vin. D'accord. Et je crois que tu as aussi une casquette aussi si je suis à Paris ce soir, c'est que j'ai une deuxième casquette. Je travaille pour les interprofessions des vins. Donc l'ensemble des interprofessions qui sont sur le territoire français, hein. Chaque interprofession représente une région viticole. On a la Bourgogne, on a le Bordeaux, la Champagne, on en a 22 en tout. Et pour eux, en fait, je coordonne le plan national contre le dépérissement du vignoble. Donc on essaye de mettre en œuvre le plus de programmes de recherche possible pour contrer cette baisse de rendement, donc de perte de raisin, et puis la baisse de l'espérance de la vie des ceps de vigne. Et du coup, c'est vous qui faites la recherche ou est-ce que vous déléguez à d'autres... Alors nous, on coordonne, donc on finance beaucoup, ouais. Et on demande à des chercheurs de travailler sur nos problématiques pour amener des solutions aux vignerons. Donc en fait, tu fais le lien entre la recherche, qui est fait plutôt par... Nous, ça peut être l'INRAE, majoritairement. On a le CNRS, on a des universités, et puis notre travail, c'est faire le lien vraiment entre les problématiques que rencontrent les vignerons sur le terrain. Alors, on va en parler ce soir liées au changement climatique, liées aux problématiques sociétales qui concernent l'utilisation des produits phytosanitaires, ou même plein d'autres thématiques, et puis les chercheurs pour orienter en particulier leurs recherches et puis leurs travaux tout au long de l'année, et notamment des certains millésimes. D'accord. Et donc on va tout de suite commencer par un peu de définition parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de mots qui vont sortir, qui vont être un peu, donc il y a pas mal de termes spécifiques au vin, je pense. Donc on va essayer de les introduire avant de commencer pour arriver plus tard aux problématiques dont je voulais parler ce soir. Donc en gros, quels sont les différents ingrédients en fait qu'on peut trouver et qui vont avoir une influence sur le vin, en essayant de mettre le plus de mots techniques d'un coup, comme ça après on n'a pas besoin de la réfléchir. Le plus de mots techniques. Alors le vin aujourd'hui, un vin c'est quoi ? C'est 99% d'eau. Ok. Un vin avec un peu d'alcool et puis derrière des arômes. Donc qu'est-ce qui influence le goût du vin aujourd'hui ? C'est un peu la notion de terroir. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de terroir ? On met la plante, donc le cépage de vigne. On met le sol,
dans lequel ce cépage est implanté, on met le climat qui va influencer chaque millésime, hein. C'est pour ça qu'on parle de millésime, hein. Chaque année est différente, puisque chaque année le climat est différent. Et puis le dernier ingrédient, c'est l'homme. C'est l'homme qui, de par sa pratique, sur le sol, sur la vigne, va influencer cette partie sur le goût du vin. Donc pas beaucoup de mots techniques vraiment pour définir ce goût du vin, parce que c'est des termes assez génériques, où c'est la base, c'est le terroir pour nous, c'est pas forcément, il y a rien de technique derrière, hein. C'est humain, le vin c'est l'humain avant tout. Donc terroir, tu regroupes en fait tous ces trucs là, c'est pas un truc qui désigne particulièrement le sol en fait ou Non, le terroir c'est tous les ingrédients aujourd'hui pour faire du vin, et c'est pas uniquement le sol. OK. Et le cépage du coup, c'est spécifiquement, c'est ce qu'on appelle l'espèce de la vigne en question, c'est ça? C'est la variété. La variété. La variété, l'espèce c'est la vigne. OK. Et la variété ça va être le cépage. Donc le cépage, ça peut être du chardonnay, comme tout le monde a entendu parler, ça peut être du merlot, ça peut être du cabernet sauvignon, ça peut être du pinot noir. Voilà, le cépage, il va être cultivé adapté selon le sol, selon les terroirs, selon le climat. Et c'est pour ça qu'on retrouve des cépages différents à certains endroits en France, et qui vont faire des produits différents. On retrouve par exemple du Grenache, du Cinsault, du Mourvèdre dans le sud de la France, parce que ce sont des cépages très tardifs, pardon. Donc c'est-à-dire qui ont besoin de beaucoup de soleil pour mûrir. Et à l'inverse, on retrouve par exemple du Merlot, du Cabernet Sauvignon, du Petit Verdot dans le Bordelais, parce qu'ils ont besoin d'un ensoleillement bien moindre pour pouvoir mûrir et donner du vin derrière. Alors du coup, c'est une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais est-ce qu'on peut mettre tous les cépages partout en France, ou est-ce qu'il y a des... Donc là, tu viens de dire effectivement qu'il y avait des cépages qui avaient besoin de soleil et d'autres non. Donc si on met du Merlot en Alsace, ça va pas passer, quoi. Alors potentiellement, on peut en mettre. Après, le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à faire du bon vin derrière. Okay. Un Merlot en Alsace n'aura pas la quantité, par exemple, d'eau suffisante. En Alsace, c'est l'endroit où il pleut le moins en France. Le vignoble alsacien est le vignoble le plus sec en France. Et il n'aura pas assez d'ensoleillement pour derrière faire des vins adaptés à ce sol, et des vins derrière qui peuvent être dégustés et appréciés par les consommateurs. Donc le cépage a son importance, le sol a son importance, mais chaque cépage à différents endroits feront des vins différents. Et aujourd'hui, s'il y a une répartition géographique des cépages aussi arrêtée, c'est parce que les années nous ont permis de sélectionner les meilleurs cépages aux meilleurs endroits. D'accord. Et du coup, ça, à partir de ça, j'imagine, ça a quelques siècles, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant, les gens pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. Oui, ça a une grosse centaine d'années. En fait, c'est surtout, alors ça a à peu près une centaine d'années, hein. Par exemple, il y a plus de 100 ans, on faisait pas forcément à Bordeaux que du rouge. On faisait beaucoup plus de blanc que de rouge, ou vice-versa. Dans d'autres vignobles qui font aujourd'hui du blanc. C'est l'avènement des appellations d'origine contrôlée. Okay. Donc, qui date les premières, c'est 1946, c'est à la sortie de la guerre, alors qu'ils ont au départ une activité ou une volonté de protéger les régions contre la contrefaçon, mais qui ont surtout permis d'ancrer dans des territoires des cépages, des appellations et des produits surtout à la fin. D'accord. Alors, du coup, qui ont amené une norme en fait. Venons-en aux AOC. Est-ce que du coup tout jus de raisin alcoolisé peut se faire appeler vin? Est-ce que si je mélange du jus de raisin avec de la vodka dans ma baignoire, est-ce que je peux le vendre en appelant ça du vin? Non, du vin c'est du jus de raisin fermenté. D'accord. Donc tu ne pourras pas faire du vin dans ta baignoire. Donc ça ne marche pas. Et puis après derrière, il y a certains nombres de règles, notamment chaque appellation a un cahier des charges. Demain, pour produire de l'appellation Raston en Côte-du-Rhône, pour produire de l'appellation Anjou dans le Val-de-Loire, il faut respecter un cahier des charges. Donc un cahier des charges qui va dire aux vignerons, t'as le droit de planter tant de pieds par hectare, 4000 pieds ou 10 000 pieds à certains endroits, t'as le droit de tailler de telle façon. Tu as le droit, par exemple, d'avoir tant de bourgeons par pied de vigne. Tout un cahier des charges très respectueux, et identique sur les règles à conduire pendant les vinifications, pendant la période où on fait le vin, pour derrière pouvoir bénéficier de cette partie, de cette appellation d'origine avant contrôlée, maintenant appellation d'origine protégée. Donc on est passé d'AOC à AOP maintenant il y a plus de 15 ans. Ah, du coup AOC n'existe plus? AOC est toujours employé, mais AOC a été remplacé par AOP
il y a de très nombreuses années. D'accord, ok, je ne savais pas non plus. Ok, est-ce qu'on fait du vin partout en France ou est-ce qu'il y a des... Genre on fait du vin à côté de l'île ou... On peut faire du vin partout en France, le vin et du jus de raisin fermenté. Aujourd'hui, les appellations sont plutôt situées dans les territoires historiques où on faisait du vin et l'endroit où on a les sols les plus appropriés à la culture de la vigne, qui permettent de aujourd'hui faire des vins et surtout des vins avec du goût et qui peuvent plaire derrière. Donc on peut faire potentiellement du vin partout en France. Avant la crise phylloxérique, il y avait des vignes dans tous les départements français. Aujourd'hui, c'est plus le cas et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est aussi spécialisé où un vigneron n'est plus un agriculteur mais uniquement un vigneron. Donc on a perdu cette polyculture qu'on pouvait avoir avant. Chaque agriculteur avait quelques vignes, souvent dans sa ferme ou à côté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est un vrai métier qui s'est professionnalisé, le métier de viticulteur en France. D'accord, ok. Et d'accord, donc il y a plus du vin partout. Il y a eu du vin partout. Il y a eu du vin partout, mais aujourd'hui, non, il y a pas forcément du vin partout. Il y a très peu de vignes à Paris, d'ailleurs, si vous allez du côté de Montmartre. Mais... Côté de Montmartre et puis du côté des arènes de Lutèce. D'accord. C'est les deux endroits où on a de la vigne à Paris. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande si, donc un HK qui demande si il a une vigne dans son jardin. Alors, Bruxelles, est-ce qu'il a le droit de faire son propre vin? Une seule vigne, il va pas produire beaucoup de raisins, donc il faudrait plutôt qu'il en plante au moins une dizaine pour derrière pouvoir faire du jus de raisin et puis derrière le fermenter pour faire du vin. Mais après ça, il aura le droit d'appeler ça du vin. Oui, c'est pas réglementé, on a le droit d'appeler du vin, c'est l'appellation derrière qui est réglementée, mais tout jus de raisin fermenté peut faire du vin jusqu'à une certaine norme. La seule norme est par rapport au vinaigre. En fait, quand on a trop d'acide acétique dans le vin, ça devient du vinaigre. Donc c'est plus du vin. D'accord, ok. Je peux témoigner que on peut fabriquer du vin avec des briques de jus de raisin commercial. Voilà, c'est pas très bon, mais mais ça fermente quand même. Très bien. Et alors du coup, oui, sur cette question des cépages, donc est-ce que il y a certains vins qui sont monocépages, d'autres qui sont un gros mélange. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aux États-Unis. D'ailleurs, c'était rigolo. Les gens me demandaient parfois si j'aimais bien le Syrah ou si j'aimais. Donc, ils posent beaucoup les questions en termes de monocépage. Et c'était pas des questions auxquelles j'étais habitué. Moi, j'étais plutôt habitué. On me demandait si j'aimais bien le Bordeaux ou si et donc aux États-Unis, ils sont beaucoup plus monocépages qu'en France. Est-ce que ça a une influence particulière sur le goût? Est-ce que c'est... Alors en tant que bon français, on dirait faut favoriser le terroir. On aime parler de terroir, on aime parler de lieux de fabrication du vin qui sont habitués. Donc on est d'un des seuls pays aujourd'hui qui a autant d'appellations d'origine protégée. Ouais. Et en France, on identifie surtout un vin par rapport à son terroir et pas par rapport au cépage. C'est pas le cas dans les pays dits du Nouveau Monde qui font des vins plus récemment. Les États-Unis, comme t'as dit, on a les pays d'Amérique du Sud, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où eux font des vins de cépage. Donc avec une entrée qui est d'abord la variété, et peu importe où on la cultive, ça fera un goût de variété. En France, on a une culture de terroir, on a une culture de se dire que l'endroit où on fait du vin est aussi important que le cépage. Donc ce qui peut être des fois embêtant, notamment pour reconnaître un vin ou pour aux consommateurs d'identifier ce qu'ils souhaitent boire, mais ça fait partie de notre histoire et ça fait partie des choses aujourd'hui qu'on aime mettre en avant dans cette culture du vin. L'Alsace fait un peu figure d'exception en France, du coup. Oui et non, parce que l'Alsace c'est une des régions où il y a le plus de grands crus. En fait, on a des vins de monocépage, comme on peut l'avoir en Bourgogne aussi. C'est que du Pinot Noir pour les rouges, ou soit du Chardonnay, ou soit de la Ligotée pour les blancs. Donc l'Alsace, on a beaucoup de monocépages, mais avec à chaque fois sur une bouteille d'Alsace, on a l'origine du terroir. On a le grand cru, on a l'origine de la parcelle même, etc. Donc il y a eu quand même une histoire. Cru, pardon, juste, Alors c'est un classement de parcelles. On a des parcelles, par exemple, en Bourgogne que je connais bien. On a des parcelles classiques qui sont du Bourgogne, donc souvent dans la plaine. Et plus on va monter dans le coteau, on va avoir d'abord après les Bourgogne villages qui vont s'appeler par le nom du village, par exemple un Volnay.
On va monter un peu plus haut dans la côte, on va avoir les Volnay premiers crus. Donc derrière, avec le nom carrément de la parcelle, de ce qu'on appelle le climat, c'est le nom cadastral souvent de la parcelle. Et puis encore au-dessus, on a les grands crus. Donc c'est classé, et c'est classé souvent en fonction de la qualité du sol qu'on a en dessous. Et puis en dessous, au-dessus des grands crus, on retrouve après des appellations dites plutôt villages. D'accord. Donc c'est des classifications dans l'appellation. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est aussi enfin voilà, la classification des appellations et du vin est très 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 complexe en France. Ok. Contrairement aux États-Unis où on boit un Chardonnay, où on boit un Merlot ou autre chose. Ok. Très bien. Et du coup, maintenant qu'on a un petit peu défini ces termes-là, il y avait deux thèmes dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc, il y avait celui des pesticides et plus généralement des maladies du vin. Donc, tu es une spécialiste. Et puis, un peu plus tard aussi, du coup, le changement climatique. Donc, quelles sont les maladies du vin, en fait? Parce que du coup, tu as cité tout à l'heure la grande crise du phylloxéra. Donc est-ce que déjà tu peux en parler, ou est-ce qu'il y en a d'autres maintenant qui... Alors on connaît pas de grande crise, on connaît pas de grande crise comme le phylloxéra actuellement, et je touche du bois, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres dans les prochaines décennies. Après, la vigne est très sensible à... Est-ce que tu peux juste rappeler, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache que c'est que la grande crise? Ouais, ok. Alors, le phylloxéra, c'est arrivé maintenant il y a 2 siècles à peu près, 1 siècle et demi. C'est une gale qui est arrivée en France via de la vigne qui a été importée des États-Unis, qui est arrivée par navire des États-Unis, qui a été contaminée par ces gales phylloxériques et qui, après, se sont répandues dans l'ensemble du vignoble français. Donc en 10-15 ans, l'ensemble du vignoble français a été détruit. Comme je disais, avant cette crise-là, il y avait des vignes partout en France. Et après cette crise, voilà, on a des vignes qui ont été replantées uniquement dans les territoires d'appellation où on produit du vin actuellement. Et ce qui s'est passé, voilà, cette gale a disséminé l'ensemble du vignoble français. Et pendant plusieurs années, 10 ans, les chercheurs ont essayé de trouver une solution pour contrer cette gale, pour pallier à cette gale. Et la solution qui a été trouvée, une solution assez simple, c'est qu'on s'est aperçu que les vignes qui étaient cultivées aux États-Unis, elles n'étaient pas atteintes par ce phénomène de phylloxéra. Elles avaient une résistance naturelle à ce phénomène-là. Sauf que ces vignes ne font pas de raisin, ou le peu de raisin qu'elles font, il est très mauvais, il est pas bon, et ça a du goût, ce qu'on appelle, ça fait du vin foxé, ça a du goût du pipi de renard. Donc, donc c'était impossible de faire du vin à partir de ces vignes. Donc certaines personnes ont eu l'idée de greffer ces vignes-là, qui avaient la gale phylloxérique, elle est dans le sol, elle est dans le sol français, c'était réparti dans le sol français, ont eu l'idée de greffer cette vigne américaine sur des vignes dites françaises, nos cépages français qui servaient à faire du vin. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les vignes, on a un système racinaire qui est issu d'une vigne américaine, et dessus on a greffé nos espèces de vignes françaises, nos variétés de vignes françaises, pour derrière produire les raisins et faire du vin derrière. Et donc ça, c'est toujours le cas. La vigne en France encore maintenant, il y a encore du phylloxéra en France? Partout. Ouais. Aujourd'hui, oui, il y a encore du phylloxéra partout. Si on veut prendre un sarment, un bois sur une vigne aujourd'hui et le planter à côté, la vigne ne va pas résister. Au bout de 5 ans, on aura des gales phylloxériques partout sur la vigne, et elle sera décimée très rapidement. Donc aujourd'hui, on est obligé de greffer la vigne pour pouvoir l'implanter. Ça a permis l'émergence d'un nouveau métier, le métier de pépiniériste viticole. C'est une profession aujourd'hui qui fait que ça, qui fait que greffer de la vigne, et qui greffer des plants de vigne, et qui derrière les distribue et les vend aux vignerons français. D'accord, pour les mettre sur des plants de vigne américains. C'est ça, qui fait ce travail-là de greffe. D'accord. Et donc tu me parlais aussi de ton travail de conservation des vignes, donc près du Grau du Roi. Comment est-ce que vous protégez du phylloxéra là-bas, du coup? Là-bas, on a la chance, en fait. Le site a été choisi, on est au bord de la mer. On est vraiment au bord de la mer, donc on a du sable. Nos vignes sont implantées dans le sable,
Et le sable est le seul endroit où les gales phylloxériques ne peuvent pas se propager, parce que le sable va étouffer les gales phylloxériques. Donc nous, on n'a pas de phylloxéra. Donc on peut planter notre vigne sans être greffé. Alors néanmoins, par contre, on fait pas beaucoup de vin. Dans une vigne qui est dans le sable, c'est plutôt un endroit avec aucune matière organique, donc impropre à la culture de la vigne sur le papier. Donc voilà, c'est des vignes qui, au bout de 30 ans, doivent être arrachées pour être replantées. Mais on n'a pas de phylloxéra. D'accord. Et donc vous en servez comme protection? Aujourd'hui, alors ça a été choisi maintenant dans les années 60 pour être l'endroit où sont conservées toute la diversité génétique des cépages français, des variétés de vignes françaises. Et du coup, ça représente combien? Donc on a aujourd'hui 600 variétés, et de ces variétés sont issus 2000 clones de vignes. Donc, d'accord. Donc il va falloir. Donc variété, c'est des cépages, c'est ça? C'est ça. La variété, donc, le cépage. Il y a 600 cépages. Okay. Et chaque cépage, en fait, le cépage c'est un génotype, peut avoir des phénotypes différents. C'est-à-dire qu'on aura le matériel génétique identique, mais peuvent donner certaines formes de raisins différents, des rendements un peu différents, une feuille qui sera un peu différente, etc. Donc derrière, ça sera les clones. Par exemple, on a le cépage chardonnay, et le cépage chardonnay, une vingtaine de clones, donc c'est tous des chardonnays, mais avec quelques différences. Comme nous, on est tous des Homo sapiens sapiens, mais on se ressemble pas tous. Donc là, c'est pareil. C'est tous des chardonnays, mais ils se ressemblent pas forcément tous. Donc on a 600 cépages, et de ces cépages, il y en a 2000 clones. 20, tu m'as dit. Pardon, 600 cépages, 20, mais 20 pour le chardonnay, quoi. Mais voilà, le chardonnay, par exemple, il y en a une vingtaine. Et donc tous les chardonnays dans le monde, c'est 20 individus ou seulement en France? Plutôt seulement en France, en fait. On essaye de avoir des partenariats avec les autres pays, mais nous, cette façon de sélectionner la vigne, de garantir surtout la qualité sanitaire, que l'ensemble de ces vignes soient protégées vis-à-vis des virus de la vigne, c'est quand même plutôt en France qu'on le pratique. On est assez envié par les autres pays, mais voilà, aujourd'hui tous les cépages, en tout cas la vigne aujourd'hui qui est plantée en France, ça vient de nous, ce qu'on a sélectionné aujourd'hui en France, et qu'on a permis d'inscrire derrière au domaine au Grau du Roi dans le Gard. D'accord. Et du coup, tu as parlé de virus de la vigne. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas que le phylloxéra, il y a aussi des virus. Non, on en parlait, les grandes maladies. Alors, la vigne est sensible à tout, donc on a énormément de virus qui attaquent la vigne, et contrairement à l'homme, lorsqu'un virus est dans une vigne, elle peut pas s'en débarrasser. Donc, nous, on est obligés de vivre avec les virus. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de recherche qui tournent autour de ça. C'est comment vivre avec les virus, comment permettre à la vigne de résister face à ces virus, parce que, par exemple, pour le citer, un programme de recherche qui a vocation à identifier les variants dits hypovirulents du virus, c'est-à-dire une vigne qui sera atteinte par ce variant-là, qui sera asymptomatique. Donc on aura une vigne qui sera positive au virus, mais derrière, sans perte de rendement, sans des raisins pas mûrs, donc qui, malgré la présence du virus, continuera à produire du raisin, à avoir une longévité correcte, et puis surtout produire des raisins en qualité et en quantité suffisante. Donc le programme là de recherche vise à se dire, on va essayer d'identifier chaque variant qui est asymptomatique pour chaque cépage différent, parce que malheureusement, c'est comme le Covid, on est tous atteints, on peut être atteint par un variant, certains vont exprimer des symptômes graves et d'autres aucun symptôme. Et là, nous, c'est pareil. Chaque cépage va exprimer un variant de ce virus différent. Donc le but, c'est d'identifier quel sera le variant le moins virulent ou asymptomatique pour chaque cépage, pour le chardonnay, pour le merlot, pour le pinot. Et puis essayer de produire des plants qui seront déjà infectés par ce variant pour permettre d'avoir derrière un vignoble sans perte de rendement due à certains virus. Donc ça marche pour un virus, mais après on a pléthore de virus aussi pour lesquels aujourd'hui on a beaucoup moins de solutions, donc on est surtout sur de la prévention. Prévention, ça veut dire si on détecte un nouveau virus, on arrache la vigne, on isole, on arrache, ouais, c'est ça. Okay. Ah oui, donc ça doit être très très dur pour des vignerons qui sont là depuis des générations, et puis ça...
Certaines pratiques de prévention sont plutôt bonnes, donc si elles sont appliquées de façon non pas curative mais en amont, elles peuvent permettre quand même de se prémunir de certains virus. Ok. Là, il y a que les virus. Après, on a des champignons, on a des phytoplasmes. Voilà, nous, on a pléthore de vilaines bébêtes qui en veulent à la vigne. D'accord. Et donc, là, tu nous as parlé de plusieurs solutions. Donc, est-ce que, du coup, je voulais parler avec toi de pesticides. Est-ce que, par exemple, un pesticide aurait pu combattre le phylloxéra? Est-ce que si le phylloxéra arrivait maintenant, on arrivait, par exemple, à se débarrasser avec du pesticide? Je sais pas. Alors, depuis, on a trouvé des produits mais qu'on n'utilise pas vraiment, mais qui sont utilisés plutôt dans d'autres filières végétales, au niveau des fruits, qui peuvent lutter contre le phylloxéra, mais voilà, c'est pas une solution parce que c'est pas une solution pérenne dans le temps. Et voilà, c'est un pléthore de traitements. Donc la solution de la greffe a été quand même favorisée par la filière viticole. Ok. Mais est-ce que demain, si une épidémie arrivait, est-ce qu'on pourrait s'en protéger? On n'en est pas sûr. Aujourd'hui, nous, on a énormément de programmes ou en tout cas de surveillance épidémiologique de notre territoire et même aux frontières de notre territoire, parce que contrairement quand le phylloxéra est arrivé, on n'avait pas connaissance de l'ensemble de ces maladies qui étaient sur le territoire américain et qui pouvaient nous infester. Mais aujourd'hui, on a une connaissance quand même mondiale de ces maladies, de ces virus. Il y en a qui sont, pour certaines, en Asie et qui, aujourd'hui ne sont pas encore arrivés en Europe, et d'autres qui sont aux portes de l'Europe, sur lesquelles on a une vigilance accrue et notamment on met en place énormément de dispositifs d'épidémiosurveillance pour empêcher ou en tout cas surveiller l'arrivée de ces maladies sur notre territoire. Et puis la vigne, alors il y a pas mal de similitudes avec le Covid. Toute espèce de vigne qui arrive en France de l'étranger doit subir aujourd'hui une quarantaine. D'accord. Pour qu'on puisse tester et regarder l'ensemble des virus qui peuvent être présents dans cette vigne et potentiellement pourraient infester le vignoble français. Combien de quarantaine jusqu'à ce qu'on puisse faire l'ensemble des tests. 2 ans, quoi. Ça peut être très longtemps, ouais. Donc par exemple, nous on a des virus présents en France qui ne sont pas en Nouvelle-Zélande et autres ou en Australie, parce qu'ils ont mis en place réellement cette quarantaine. Et nous, on connaît certains virus d'Asie aujourd'hui. Alors, on a très peu de matériel végétal, matériel végétal de vigne qui arrive d'Asie, mais voilà, des virus aujourd'hui qu'on ne connaît pas en France, qui n'atteignent pas la vigne française, et on essaye de s'en prémunir au maximum. D'accord. Mais donc tout ça, sur ça, du coup, il y a peu de... Pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides dans le vin, en fait? Parce que là, pour les virus, c'est inefficace. Pour les virus, c'est inefficace. On les utilise contre des champignons. Ouais. Alors pareil, peut-être vous en avez entendu parler, le mildiou, l'oïdium, c'est des champignons qui attaquent la vigne. Alors pareil, eux, ils sont arrivés des États-Unis. Toujours. C'est les États-Unis qui nous ont amené tout ça à peu près au même moment que le phylloxéra. C'est des champignons aujourd'hui qui attaquent la vigne, qui attaquent les feuilles, qui attaquent le raisin. Et si on n'utilisait pas d'intrants, alors aujourd'hui on n'aurait plus de raisin. La plupart des millésimes, à part certains millésimes, au niveau d'une vigne, on aurait une production proche de zéro. Il attaque à peu près toutes les vignes. Le mildiou a besoin d'eau pour se développer. Okay. Et il attaque vraiment tous les vignobles et les endroits où il n'y a pas d'eau. On a un deuxième champignon qui est l'oïdium, qui là attaque lorsqu'il fait chaud et un peu humide. De complémentaires, parfait. Voilà, ils sont assez complémentaires. Donc on a plus d'oïdium dans le sud et on a plus de mildiou dans le nord. D'accord. Et donc c'est des problématiques dont on parle pas mal en ce moment. Est-ce que du coup il y a une possibilité de réduire les intrants? Est-ce que c'est, parce que j'imagine aussi que c'est, enfin on le sait, quand on achète du vin, t'as des vins, t'as des pratiques différentes quand on achète. Il y a le bio, il y a aussi la biodynamie. Comment est-ce que vous répondez finalement aux pratiques de tous ces agriculteurs qui, j'imagine, vous demandent des conseils scientifiques tous? Comment est-ce que vous pouvez répondre aux pratiques de tous les agriculteurs en même temps? Alors aujourd'hui, de toute façon, tous ces agriculteurs ont un besoin de produire de raisins en quantité et en qualité suffisante, et puis aussi cette volonté de réduire les intrants. Alors,
parce que d'engagements environnementaux ou sous une pression sociétale de plus en plus forte. Donc notre travail est d'essayer de répondre au maximum à l'ensemble de ces personnes, hein, selon leurs pratiques, leurs convictions, quel mode de culture ils ont choisi. Hein. Quelqu'un qui soit en conventionnel, en bio et en biodynamie, dans tous les cas, il a les mêmes problématiques. Donc notre travail, c'est vraiment de répondre à l'ensemble de ces vignerons, sans rentrer dans ce jeu de prendre en compte derrière leurs convictions ou de les remettre en cause. Le but, c'est vraiment de répondre à l'ensemble des vignerons et à l'ensemble de la profession viticole. D'accord. C'est à peu près quoi? Enfin, je sais pas si tu connais les chiffres par de tête, mais c'est à peu près Aujourd'hui, il y a 14% des surfaces viticoles françaises qui sont en agriculture biologique. D'accord. Et du coup, dans ces 14%, il y a un petit pourcentage qui sont en biodynamie, oui, parce que c'est des pratiques qui sont encadrées. Hein. Aujourd'hui, il y a des réglementations pour être classé, son vin, il soit classé dans un vin biologique. Ça suit un cahier des charges. Le vigneron est obligé de suivre un cahier des charges. Et derrière, on a aussi des réglementations qui visent à agrémenter un vin avec des labels de biodynamie. Mais il faut, dans tous les cas, que le vin d'abord soit biologique. Donc dans ces 14%, on a forcément un très petit pourcentage de vignerons qui sont en biodynamie. D'accord. Mais alors du coup, comment est-ce qu'il fait un agriculteur en biodynamie quand il y a du mildiou qui arrive sur ses vignes? Il fait comme un agriculteur bio, il va passer du cuivre ou du soufre. D'accord. Qui sont alors la différence aujourd'hui, un agriculteur conventionnel et un agriculteur ou un viticulteur. En agriculture biologique, ils vont combattre le mildiou tous les deux avec des produits phytosanitaires. Sauf que le bio utilisera des produits issus du milieu naturel, à l'inverse d'un viticulteur conventionnel qui pourra utiliser ces produits-là, mais également qui aura la possibilité d'utiliser des produits issus de la chimie de synthèse. D'accord, ok. Ok, très bien. Et du coup, je voulais passer maintenant à la raison pour laquelle je voulais t'inviter ce soir pour parler de changement climatique. J'étais surpris d'ailleurs en lisant un peu, donc j'ai passé beaucoup de temps cette semaine sur le site de l'Institut français du vin et de la vie. Et il y a des tas d'études, c'est assez rigolo, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, mais sur plein de sujets. Mais effectivement, quelque chose qui est assez surprenant, c'est que peut-être contrairement à beaucoup d'endroits, le changement climatique n'est pas quelque chose dont on parle dans le futur, en fait, quelque chose en agriculture pour le vin, mais c'est quelque chose dont on mesure déjà des effets présents. Je voyais par exemple que ça avait déjà un effet sur le moment de la récolte. Il y avait eu qu'on voit des courbes qui montrent une avancée de la récolte de plusieurs semaines, c'est ça, depuis 50 ans? Ouais. Oh oui, la plupart des études montrent qu'on a avancé d'au moins 3 semaines la récolte en 50 ans. D'accord. Et avec notamment pratiquement, on a gagné 2 semaines les 10 dernières années. Donc sur la vigne, les effets du changement climatique sont importants et bien plus palpables. En tout cas, aujourd'hui, on les voit beaucoup plus que sur d'autres cultures agricoles, du fait que la vigne soit une plante pérenne. Donc les vignes qu'on a implantées il y a 20 ans, ou même avant, elles étaient plutôt adaptées des climats d'il y a 50 ans, et aujourd'hui, forcément, on voit de façon assez importante les effets du changement climatique, de différentes façons. On l'a vu, vous avez certainement entendu parler en avril dernier, des gelées qui se sont abattues sur l'ensemble des vignobles français. On a, par exemple, dans le sud de la France, dans des départements comme l'Aude, l'Hérault ou le Vaucluse, des générations de vignerons qui n'avaient jamais connu un seul épisode de gel, en 60 ans, 70 ans, et qui là, en une seule nuit, ont perdu l'intégralité de leur récolte. Donc ça, c'est véritablement des effets du changement climatique. La viticulture française, cette année, le millésime 2021, est le millésime le plus faible en quantité depuis 50 ans. Donc on a réellement des effets délétères du changement climatique sur la récolte, et puis après, c'est plus des effets long terme ou à moyen terme, comme la sécheresse, le manque d'eau, les chaleurs excessives, etc. Et donc on en a profité. Il y a une première partie, on va dire, il y a avant les années 2000, avant même 2005, on faisait, on va dire, un millésime exceptionnel tous les 10 ans. Aujourd'hui, depuis les 2000-2005, chaque année est un millésime exceptionnel.
parce qu'on a un taux d'ensoleillement important, parce qu'on a peu d'eau, en fait, voilà, les conditions idéales pour la vigne, et notamment dans tous les vignobles au-dessus de l'arc méditerranéen, qui souffraient de certaines, pas assez d'ensoleillement, des pluies excessives, etc. Les premiers effets du changement climatique ont été très positifs pour beaucoup de vignobles français. Sauf qu'aujourd'hui, cet changement climatique est tellement rapide, une augmentation rapide des températures, que le végétal, il arrive pas forcément à encaisser ces températures excessives ou ces à-coups. Et puis on se retrouve dans des vignobles du sud de la France qui souffrent de façon importante de sécheresse, de manque d'eau, de chaleur excessive. On a vu des vignes qui... C'est en 2019, l'été 2019, en juillet 2019, qui, en une journée, ont connu des températures au-dessus de 50 degrés et la vigne a séché sur place. D'accord. Et du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, un jour, il va faire trop chaud en Espagne pour faire du vin, ou c'est... Trop chaud, peut-être pas. Alors aujourd'hui, par rapport aux vignes qui sont implantées aujourd'hui en Espagne, oui, elles sont plus adaptées dans certains endroits. Il va falloir, comme dans le sud de la France, elles sont de moins en moins adaptées pour faire des quantités suffisantes de vin par rapport au climat. Mais on a certains leviers, j'en parlais tout à l'heure, des leviers en termes de cépage, des leviers parce qu'on a certains cépages qui sont plus tolérants à la sécheresse. Aujourd'hui, et nous, en tant que centre de sélection, on va chercher, par exemple en Grèce, avec des partenaires, le centre de sélection en Grèce, des variétés chez eux, on les implante chez nous et on regarde qu'est-ce qu'elles peuvent donner parce que c'est des variétés qui ont une tolérance à la sécheresse assez importante. Donc le but, c'est d'essayer d'aller faire une certaine sélection ou sélectionner dans notre panel. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un chardonnay, on a 20 clones différents, ces clones, avant, on sélectionnait les clones qui avaient des cycles courts, parce qu'on avait besoin rapidement, avant l'automne, qu'on puisse avoir des raisins. Donc avec des clones qui avaient besoin d'un ensoleillement assez réduit et autres, et maintenant on fait l'inverse, on a une sélection qui va dans l'inverse avec des cycles longs, etc. Donc on a certains leviers, on en a de plus en plus, mais on arrive à des endroits qui peuvent devenir impropres à la culture de la vigne du fait des températures excessives, comme on l'a aujourd'hui dans l'Afrique du Nord. Oui, d'accord. Puis après, la dernière solution est l'irrigation, mais c'est pas possible partout et c'est pas forcément la solution préconisée. Ouais. D'irriguer la vigne, on n'est pas un produit de première nécessité, le vin. En tout cas, pas pour tout le monde et pas selon la réglementation. D'accord, mais alors est-ce que, parce que là tu me parlais que du coup tout à l'heure les appellations d'origine protégée étaient quand même très strictes sur les cépages qu'elles y mettent, mais du coup est-ce que si certains cépages, par exemple, on pourra plus les cultiver à Bordeaux, ça va du coup avoir un très fort impact sur tous ces vins qui sont certains mélanges de cépages qui sont utilisés depuis des décennies, j'imagine, quasiment. C'est là tout notre travail, d'aller tester, par exemple, dans le Bordelais ou des cépages du sud de la France, pour voir les vins qu'ils pourraient donner sur un territoire différent et sur le territoire de Bordeaux. Pour derrière, potentiellement, pouvoir les assembler ou les mettre ou avoir une adaptation, mais il est certain que le produit va évoluer. Le produit a évolué en 10 ans, un vin il y a 10 ans n'avait pas le même goût qu'un vin d'aujourd'hui, donc le vin évolue aussi avec ce climat et c'est là toute la subtilité quand on parle de terroir, quand on parle de je fais le même vin que mes ancêtres, certes la pratique est la même, les pratiques culturelles sont les mêmes, mais le vin au final est différent dû à ce changement climatique et ça fait partie aujourd'hui des adaptations ou des inquiétudes des vignerons liées à l'évolution du goût d'un produit par rapport à une clientèle, par rapport à autre chose aussi, et par rapport à un esprit aussi de je fais un produit différent que pouvaient faire mes ancêtres. D'accord. Et alors du coup, l'alternative aussi, j'imagine qu'il y a des endroits qui vont se retrouver beaucoup plus propices au vin. Donc en préparant l'émission, là, Alexa me parlait, parce qu'Alexa vient de Chamonix, du coup elle me parlait des vins de montagne, et moi je pensais, comme tu sais, que je vais souvent à Belle-Île, et il y a eu un mini scandale sur l'île récemment, parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté des terres à Belle-Île pour faire du vin là-bas, alors qu'il n'y en avait jamais eu, qui a créé une levée de bouclier d'ailleurs, avec en tête le fait que ça allait devenir une région plus attractive pour le vin dans les décennies à venir.
Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que du coup Belle-Île deviendra la Mecque du vin dans 60 ans? Alors jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune vigne, aucun vignoble en Bretagne. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui souhaitent implanter des vignes en Bretagne parce qu'on a certains endroits un sol qui est plutôt adapté à la culture de la vigne. Jusqu'à maintenant, c'était les précipitations trop importantes et surtout le manque d'ensoleillement qui empêchait ou en tout cas contraignait la culture de la vigne. Pour tous les Bretons qui nous écoutent, il ne pleut jamais en Bretagne, c'est un mythe que les Parisiens colportent. Mais... Il n'y a pas autant de lumière qu'ailleurs, on va dire. Il n'y a pas autant de lumière que dans les autres vignobles français. Je voudrais aussi qu'on insiste sur le fait qu'elle a dit qu'en Alsace, c'est là où il pleuvait le moins, hein. C'est rageux, là. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais alors c'est pas énorme, mais on a de plus en plus de personnes qui souhaitent implanter de la vigne en Bretagne parce que ça devient un territoire où on pourrait demain produire du vin. D'accord. Donc, comme le sud de l'Angleterre, etc. Oui. Et en montagne aussi, il y a ce genre de... On a déjà les vignobles de Savoie, les vignobles du Jura, sont des vignobles historiques, hein, parce qu'on est dans des endroits où on a des cépages aussi adaptés à ces températures un peu plus faibles, où on a un ensoleillement quand même qui n'est pas négligeable, qui est assez important. Donc on peut imaginer que les vignobles de montagne demain peuvent s'étendre, ou en tout cas peuvent grandir. D'accord. Et alors tout à l'heure, je rebondis sur un autre truc que tu as dit aussi, tu as parlé de... Est-ce qu'au sein d'un même cépage, certains clones vont être plus résistants et du coup vont être sélectionnés par rapport à d'autres? Ouais. On les sélectionne comme ça, en fait, chaque fois on appelle ça l'inscription d'un clone au catalogue. Donc c'est-à-dire qu'après, il peut être distribué et planté par les vignerons français derrière. À chaque fois qu'on inscrit ce clone, il y a tout un process avant qui est assez long, hein, entre le moment où on va le chercher, on fait des prospections dans des vieilles vignes, où on trouve quelque chose d'intéressant, on le prélève, on va le tester, voir si il est sain, il n'y a pas des virus, il n'y a pas quelque chose. Derrière, on l'implante dans des terroirs ou des territoires qui semblent correspondre, ou en tout cas qui semblent pouvoir potentiellement donner des vins agréables avec ce cépage. Et on suit, en fait, on a un travail agronomique, on suit ce cépage, ce clone, pendant au moins 5-6 ans. On regarde les grappes qu'il va donner, la grosseur des grappes, est-ce qu'il a une certaine tolérance à la sécheresse, est-ce qu'il va donner des vins plus ou moins acides, plus ou moins sucrés, pour derrière fournir une feuille assez normée, de se dire au vigneron, ce clone-là, voici ses caractéristiques. C'est quelque chose qui va commencer son cycle végétatif précocement, tardivement, qui va donner des vins. Commencer son cycle végétatif. D'accord, le débourrement, c'est quand la végétation se réveille. Okay. C'est au printemps, quand on a du vert sur les arbres, sur la vigne. C'est toutes ces caractéristiques-là, que l'on va définir pour permettre après au vigneron de choisir le cépage et ce clone, une fois qu'il aura choisi ce cépage, le plus adapté à son sol, à son climat, à sa parcelle, hein. Même d'une parcelle à une autre, hein. Si on est sur le versant nord ou sur le versant sud, ça sera des choix complètement différents. Pareil que si on est dans la plaine, que si on est sur le versant. D'accord. Et donc, pendant ces 5-6 années, vous sélectionnez un clone, décrivez un clone finalement, vous testez un clone, et après ça, du coup, vous l'offrez pour que les vignerons puissent le planter. Mais du coup, entre le moment où un clone, le début d'une étude d'un clone et le moment où il se retrouve dans la bouteille chez nous, il y a presque 25 ans en fait. À partir du moment où il est découvert, alors soit dans la nature ou soit derrière, si on a fait des croisements, alors non pas génétiques, mais des croisements entre certaines espèces. Le moment où on va tester, on va regarder ses caractéristiques agronomiques, le moment où on va l'implanter nous dans notre centre de sélection pour qu'il puisse partir d'un clone sain, et derrière faire des plans, réimplanter des vignes dites de multiplication, refaire des plans pour le vigneron. Il va s'écouler entre 20 et 25 ans, hein, parce que même le vigneron, lorsqu'il plante une vigne, il est obligé d'attendre 3 ans, on dit la 3e feuille, avant de pouvoir produire du raisin à partir des grappes de cette vigne.
Donc c'est des process très très longs dans la vigne. Donc c'est pour ça que cette adaptation au changement climatique, aujourd'hui, elle est compliquée. Parce que même dans ce process-là, quelque chose qu'on sélectionne aujourd'hui, il sera au vignoble dans 10 ans, 15 ans. Donc quel sera le climat là, à ce moment-là? Est-ce que ce qu'on a sélectionné aujourd'hui sera adapté à un climat dans 15 ans, dans 10 ans, même dans 30 ans en fait? Donc nous, tout l'enjeu est de pouvoir anticiper et pouvoir aussi modéliser ce changement climatique. D'accord. Et il y avait une question avec ça aussi qui demandait est-ce qu'il y avait une influence pour le coup entre les monocépages et les pluricépages sur cette question? Est-ce que les vins monocépages sont peut-être plus résistants parce que du coup ils ont c'est moins complexe à C'est l'inverse. C'est l'inverse en fait. Un vin de monocépage, on va être sur un seul cépage, donc avec une palette de choix possibles pour le vigneron plus réduite. Quelqu'un qui va faire des assemblages. Alors chaque année, en fait, un vin d'assemblage, c'est plusieurs cépages qu'on va mettre ensemble. Il n'est pas forcément le même, en fait. Le vigneron, il va s'adapter au millésime. Une année, c'est telle parcelle qui va donner le meilleur vin, ou tel cépage et autres. Donc il va pouvoir peut-être plus jouer sur ça dans l'implantation de ses vignes, mais derrière aussi dans l'assemblage de sa vigne. Donc il va pouvoir plus s'adapter, ou en tout cas s'adapter à ce changement climatique, et derrière pouvoir faire un vin où on sentira en tout cas moins l'impact de ce changement climatique que sur les monocépages. Et du coup, est-ce que par exemple, par rapport aux maladies de la vigne, est-ce que le changement climatique va avoir un effet qui va les amplifier ou les diminuer peut-être aussi? C'est pas possible que certains insectes crèvent plus. Alors aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. En fait, on a des maladies, et en tout cas, alors des maladies qui étaient présentes, mais dont l'insecte vecteur, hein. Souvent, nous, on a des virus, avec des insectes vecteurs, des virus, des phytoplasmes, qui étaient présentes il y a même maintenant 15 ans, uniquement dans le sud de la France, qu'on a vu apparaître il y a 7-8 ans dans les vignobles des Côtes-du-Rhône Nord, de Bourgogne, et puis maintenant, ça fait 5 ans qu'on retrouve ces mêmes insectes en Champagne, en Alsace. Donc l'effet du changement climatique, nous, c'est l'augmentation de ces insectes qui diffusent des virus. Et puis on a des maladies émergentes qui arrivent, qui n'étaient pas présentes avant sur la vigne, avec ce changement climatique qui arrive des pays du Sud. Et puis on l'a vu, les dernières au mois de juillet, on a eu des pluies excessives, notamment dans les régions nord, hein, au nord de la Loire, qui ont provoqué des pertes de récolte très importante dans les vignobles du Val-de-Loire, de Champagne et d'Alsace, due au mildiou, qui a jamais été aussi virulent dans ces vignobles que cette année. D'accord. Alors, pardon, je regarde les questions un petit peu de qui il y en a pas mal qui sont arrivées. Tac. Et oui, alors du coup, il y avait une question, alors, je sais pas à quel point c'est polémique, mais est-ce que la bio-ingénierie peut aider sur ça aussi pour trouver des nouveaux cépages, des nouveaux OGM, enfin des nouveaux clones? Est-ce qu'on pourrait potentiellement utiliser des OGM de vin? Alors, je sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais bon, donc elle parle de bio-ingénierie, donc j'imagine que ça regroupe plusieurs pratiques autres que les OGM. Mais... Alors toutes ces techniques dites de OGM, NBT, nous c'est interdit en France. Ouais. Pour produire de la vigne. Alors par contre, on a d'autres techniques où on va créer des nouvelles variétés. Alors là, on va mettre papa et maman ensemble pour l'expliquer simplement. Lorsque une vigne va produire du raisin, elle va produire un pépin de vigne lorsqu'elle va être en fleur. Donc aujourd'hui, une vigne est un peu hermaphrodite, hein, donc peut s'auto-féconder entre certaines fleurs. Et le but, c'est qu'on va amener d'une pollen d'une autre fleur, d'une autre vigne en fleurs sur certaines fleurs pour créer des nouveaux raisins. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est sur une vigne, aujourd'hui par exemple, dont on connaît les caractéristiques agronomiques, hein, un cépage connu qui nous sert à faire du vin aujourd'hui, on va amener du pollen d'une vigne dite résistante, hein, je vous parlais tout à l'heure des vignes qui arrivent des États-Unis, donc des vignes qui sont impropres pour faire du vin, mais en tout cas qui sont résistantes à la plupart des maladies. Dont on a identifié aussi les gènes. Donc le but, c'est qu'on va amener ce pollen-là, on va faire en sorte que ça se pollinise, ça va nous faire des raisins. Derrière, on va récolter juste les pépins de ces raisins, on va les planter, on va regarder si on a
les gènes de résistance dans ces pépins. Si on a les gènes de résistance, on va les mettre dans on va les faire pousser dans des serres. On va regarder si ces gènes s'expriment bien, hein, c'est-à-dire si la vigne produit bien du raisin, si elle est bien résistante aux maladies, hein, si elle a une taille normale, hein, parce qu'on fait aussi pas mal de bonsaï, hein, de vignes naines en faisant ça. Puis une fois qu'on a fait ça, on va les implanter au vignoble. Et là, on va attendre à peu près une dizaine d'années pour regarder si la vigne est bien résistante aux maladies et donne des vins, en tout cas des raisins qui vont nous servir à faire du vin derrière qui aura des caractéristiques proches de nos cépages actuels. Ouais. Mais voilà, ça c'est un autre travail au-delà de la sélection, mais pareil, c'est des pas de temps assez longs, hein, des pas de temps de 20 ans. Et puis là, je parlais de vignes résistantes, mais on le fait pareil avec des vignes dites tolérantes à la sécheresse, pour amener ces caractéristiques-là à nos cépages français. Donc c'est cette pratique-là qui nous permet de créer de nouveaux cépages sans passer par des modifications dites génétiques. Parce que du coup, c'est vérifier qu'un vin est résistant à la sécheresse ou à un virus en particulier, j'imagine que c'est assez rapide, peut-être en un an, on peut le dire. Mais le goût met beaucoup plus de temps. Le goût met beaucoup plus de temps. Et après, aujourd'hui, on a identifié certains gènes de résistance. Au niveau des virus, il n'y en a pas. Donc au niveau des virus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à des variants dits hypovirulents. Et puis derrière, aujourd'hui, la tolérance, alors c'est pas de la résistance, mais de la tolérance à la sécheresse, on n'a pas non plus identifié les gènes. Donc en fait, on va mettre la vigne dans des contraintes hydriques assez importantes pour pouvoir regarder sa résistance à la sécheresse. Donc pareil, là c'est sur aussi de nombreuses années, parce qu'une vigne peut être tolérante les premières années, et progressivement avec le temps on va dépérir. Donc nous, comme on travaille sur une culture pérenne, toutes nos recherches, c'est obligatoirement sur du temps long malheureusement. Ouais. Et du coup, tu parlais aussi tout à l'heure du fait que vous avez votre coffre-fort au milieu de la plage, là, sur le sable, au bord du Roi. Mais il fait aussi chaud là-bas, du coup. Comment est-ce que vous faites? Vous les protégez particulièrement aussi pour Il fait chaud, il y a du vent, on irrigue. D'accord, ouais, vous irriguez. On irrigue, on a besoin. Ce que vous faites sur ces plantes-là que vous pouvez pas faire sur des grands hectares c'est ça. On a 40 hectares, alors c'est le réservoir de diversité français de l'ensemble des vignes, hein, des cépages et des variétés. Donc on irrigue, alors la vigne n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais elle a besoin d'un minimum quand même pour pouvoir résister et survivre. D'accord. Il y a des équivalents dans le monde de ce réservoir de il y en a un second qui est pas loin de Narbonne, à Vassal, et qui est par l'INRAE. D'accord. Qui a certaines espèces similaires, mais lui a plus une caractéristique mondiale en fait. Autant nous, on a vraiment un réservoir dit français de variétés de vignes. Eux sont plus un réservoir mondial. Mais après, dans le monde, il y en a quelques-uns ailleurs, mais de cette importance-là, parce que nous, c'est 40 hectares, il n'en existe pas d'autres. D'accord, ok. Oui, moi j'avais des questions, peut-être un peu de digression par rapport au vin, mais en fait je me demandais si tu sais, combien ça représentait la culture de raisin alimentaire versus la quantité de raisin qu'on produit pour le vin actuellement. C'est une excellente question. Je n'en ai aucune idée. Non, parce que pour avoir, tu vois, une idée de à quel point toutes ces parcelles de raisins sont vraiment utilisées que pour le vin, et d'où il vient en fait le raisin alimentaire qu'on consomme ou dont on fait autre chose. Alors j'ai pas de chiffres en tête. Nous, ce qu'on produit, ce qu'on conserve, c'est pas que des raisins dits des raisins de cuve. C'est aussi des raisins de table, donc censés faire derrière du raisin pour manger. Mm-hmm. Et la proportion, ça doit être 2% de plants de produits aujourd'hui pour faire du raisin dit de table, contrairement à du raisin de cuve en fait. C'est très très peu les surfaces aujourd'hui de raisins de table. En France, elles sont très très faibles. Ok. Et alors pour l'anecdote, il y a 2 semaines avec Pascal, on est allé visiter une moutarderie en Bourgogne et on a appris que pour fabriquer la moutarde, on utilisait autrefois le verjus, qui était du jus de raisin vert, et qu'à l'époque il y avait même une variété de raisin vert à gros grains dont la culture aurait
complètement disparu. Du coup, je me demandais si tu connaissais d'autres histoires de disparition comme ça, de variétés de raisins dont on faisait autre chose que du vin, et si ces espèces ou ces variétés, ces cultivars étaient encore conservés quelque part. Oh là là. Non, c'est juste non, de la alors, curiosité générale. C'est dommage parce que non, mais je la connaissais cette histoire des moutardes. J'ai fait mes études à Dijon et voilà, c'est une légende. C'est plus qu'une légende, hein, c'est quelque chose qui existe. Hein, on a un cépage en Bourgogne, le Pinot Noir, notamment très présent autour de Dijon, qui produit énormément de verjus. Donc c'est aussi pour ça qu'ils les ont utilisés en se disant on va pas les perdre derrière dans la moutarde. Je parle et je suis en train de chercher, mais j'ai pas forcément d'autres anecdotes d'utilisation de raisins qui ont disparu aujourd'hui. Ah, c'est pas très grave, hein, c'est vraiment de la curiosité malsaine de ma part là. Et par exemple, tu parlais du fait qu'avant à Bordeaux on faisait beaucoup de vin blanc. Bon, je sais pas si c'est toi qui l'as dit ou alors je l'ai lu parce que je te dis, je passais beaucoup de temps à lire des choses. Est-ce que par exemple ces cépages-là ils existent toujours ou est-ce que parce que j'ai aussi appris qu'on pouvait faire du vin rouge du vin blanc avec du raisin rouge, ce que je ne savais pas. Avec tous les cépages, on peut faire pratiquement du raisin, du vin blanc en fait. Ouais. En fait, ce qui donne la couleur au vin rouge, c'est la macération de la pellicule dans le jus. Tous les raisins aujourd'hui, lorsqu'on les presse, font un jus blanc. D'accord. Par exemple, le champagne est fait à partir de 3 cépages, un cépage blanc qui est le chardonnay, et 2 cépages rouges que sont le pinot noir et le pinot meunier. Quand on va presser ces raisins, le jus qui va en sortir est blanc. Et après, en fait, du rouge, c'est de la macération. Donc on va laisser le jus tremper avec les pellicules qui vont donner cette couleur rouge au jus. Mais tous les cépages, tous les raisins aujourd'hui font du jus blanc. Il y a très très peu de cépages, je dis les cépages teinturiers, des cépages rouges, qui vont donner du jus rouge, mais ils sont très très peu. Il y en a, alors j'en connais un, la Licande Bouchet, mais sinon, il y en a très peu aujourd'hui dans les vignobles français. D'accord. Mais alors du coup, par exemple, pourquoi est-ce qu'avant on faisait du vin blanc dans le Bordeaux lait et que maintenant on n'en fait plus, par exemple? Parce qu'avant, partout, on faisait un peu les deux types de vins et il est plus aisé de faire du vin blanc parce qu'on n'a pas cet aspect de macération derrière. Donc, il y a une simplicité dans la technique on faisait plus facilement du vin blanc partout en France que du vin rouge ou même à partir de cépages rouges. On faisait des cépages blancs ou dit un peu de vin blanc, ou des vins un peu colorés, gris ou voire un peu rosés. D'accord. Je te laisse finir. Oui, j'avais encore une autre question. Pareil, on n'est plus exactement sur le même sujet, mais je me demandais en fait quels étaient les déchets en fait dans la fabrication du vin et comment est-ce qu'ils étaient valorisés après, parce que je sais qu'en Alsace on utilise beaucoup le marc de Gewürztraminer pour faire de la liqueur, des gelées ou d'autres produits. Est-ce que c'est le cas ailleurs pour d'autres cépages ou est-ce que vraiment c'est une industrie qui produit pas mal de déchets? Alors la plupart des déchets, alors oui, on peut faire ce qu'on appelle derrière des produits comme tu l'as décrit, mais ça se fait plutôt dans l'ensemble des régions, mais c'est assez anecdotique. La plupart des déchets aujourd'hui sont envoyés en distillation. Donc pour faire des produits de distillation, par exemple la filière viticole avait produit énormément de gel hydroalcoolique au moment du début de la crise Covid. Donc chaque vignoble, chaque même commune viticole a une distillation pour ce qu'on appelle les sous-produits de vinification ou sous-produits de la viticulture. Okay. Et on a une question de Blue Phoenix qui demande est-ce qu'il y a un moyen simple d'identifier relativement certaine un cépage, et donc tu me parlais juste avant l'émission de ces personnes qui sont capables d'identifier non seulement des cépages mais des individus au sein de ces cépages au premier coup d'œil. Alors moi je suis assez admirative, c'est quelques personnes en France, ça s'appelle des ampélographes, c'est la science c'est l'ampélographie qui permet d'identifier un cépage selon la morphologie de la feuille,
la taille de la grappe, est-ce que les baies sont relâchées, est-ce que les baies sont entassées, et même par rapport un petit peu à la disposition des bourgeons sur le bois, sur une baguette, etc. Donc c'est vraiment l'ampélographie et des ampélographes en France. Alors nous, à l'Institut français de la vigne et vin, on en a 3-4 et ouais, c'est assez impressionnant. Ils repèrent ou en tout cas ils identifient un cépage juste au vu de nez. Alors moi j'en connais 2-3, mais après je sèche assez rapidement. Un petit peu plus quand même. Mais... Comment devient-on ampélographe du coup? Eh ben, on va souvent sur le terrain et puis on crapahute un peu partout dans tous les vignobles et on apprend progressivement, ouais. Et j'imagine que c'est pas forcément les mêmes ampélographes pour le Bordelais, le Beaujolais. Ah bah, en fait, on en a 3 en France, donc si, ils font de l'ensemble des vignobles. Ouais. Et ils se déplacent un peu partout pour aller aussi faire des sélections, identifier des choses, etc. Donc, non, c'est une science où on a très peu d'experts, mais qui est très, très importante aujourd'hui pour nos métiers et même pour la filière. Moi, j'essaye de le plus possible d'acquérir ce savoir, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple. Donc, pour répondre à la question de Blue Phoenix, il n'y a pas de truc super simple pour dire ça c'est un Syrah ou ça c'est un... Alors, après, le moyen le plus simple, c'est quand on est dans un vignoble, c'est connaître les cépages du vignoble, et puis après, une fois qu'on en a... Oui. Sur certains vignobles, par exemple en Bourgogne, il y en a 3 à connaître ou il y en a 2 à connaître. Donc après, on peut vite identifier quel cépage c'est en fonction des feuilles, donc le plus en fonction des c'est choses. Demander au vigneron, quoi. Bah, en fonction d'où elle est, elle regarde les cépages. Et puis, par exemple, certains vont avoir des feuilles poilues, d'autres des feuilles beaucoup plus découpées. Et donc, on peut les identifier de cette façon-là. Après, quand on a un pléthore de cépages en face, c'est sûr que l'identification est beaucoup plus compliquée. Ouais. Ok, et ben, je voulais finir du coup parce que j'ai passé beaucoup de temps donc sur le site, c'est vignevin.fr, c'est ça, je crois Oui, voilà. .com. .com, voilà. Et j'étais surpris par la variété de recherches que vous proposez. Je suis tombé en première page sur l'état des lieux de l'attraction équine en viticulture, publié l'année dernière. J'ai aussi appris un peu plus loin que 5 à 8% des bouteilles distribuées sur le marché français sont bouchonnées. Donc, ce qui m'a paru beaucoup parce que je suis pas sûr de savoir reconnaître un vin bouchonné. Ou que l'intensité de la couleur des rosés a diminué de moitié en 15 ans. Donc, voilà. Enfin, donc, c'est vraiment une mine d'informations. J'ai appris beaucoup de choses sur le vin. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y avait une recherche, un sujet particulièrement intéressant que tu as appris sur le vin récemment, une étude qui t'a pas mal pris? Alors, juste une anecdote. Alors, je vous parlais en intro que moi, j'ai pris la direction du centre de sélection de l'IAV au Grau-du-Roi. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je demandais un peu l'historique des lieux, ce qu'ils avaient fait en termes de recherche. Et en fait, ils m'ont appris que depuis que le site est créé, il y avait 20 000 variétés différentes qui étaient passées sur le site et dont ils avaient testé derrière les caractéristiques au moins sanitaires des variétés. Donc 20 000 cépages. C'est ça. Waouh. Sauf que certains, pour le plus grand nombre, derrière, ils étaient soit pas indemnes de virus, soit impropres à de la culture de raisin de table. Donc il y a pléthore de variétés et c'est sûr que quand on regarde un peu juste à l'échelle du vignoble français, il y a une trentaine de cépages aujourd'hui utilisés. Et en fait, on a une palette qui est bien plus vaste et qui est énorme en fait par rapport à ce qu'on peut utiliser aujourd'hui ou ce qu'on utilise aujourd'hui en France. D'accord. Donc en France, tu nous avais dit 600 au début de l'émission. Nous, on en a 600, ouais. 600 qui sont agréés. D'accord. Donc c'est déjà beaucoup. Donc vous voyez déjà dans les 600 agréés, il y en a pas 600 qui sont aujourd'hui utilisés. Mais 600 par rapport à tout ce qu'il y a, c'est très peu, hein, voilà. Oui, parce que même au sein des agréés, il y en a finalement pas. Il y en a qui n'ont pas été choisis par les appellations pour entrer dans leur cahier des charges, et puis certains qui sont pas choisis, qui n'intéressent pas forcément les vignerons derrière. D'accord. Et merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok. Et il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va passer à la citation. Je vais te demander de rapporter une citation, je ne sais pas si tu y as pensé.
Alors j'ai bien pensé à une citation, pardon, je l'ai ramenée, je l'ai notée pour être sûr de m'en rappeler. Alors c'est une citation de Jacques Puiset. Alors Jacques Puiset, ça vous parle pas, mais toute personne qui travaille dans le vin sait qui c'est. C'est la personne qui a un peu révolutionné la dégustation du vin. Avant lui, on avait une dégustation qui était très scolaire. Hein. Il a rendu l'œnologie, on va dire, pédagogique et accessible à tous. Hein. Il a mis en avant la notion de plaisir associée à la dégustation. Et puis, il vient d'Indre-et-Loire, un terroir qui m'est cher, où j'ai passé de nombreuses années professionnelles. Et donc, il avait dit un jour, un vin juste doit avoir la gueule de l'endroit et de l'année où il est né et les tripes du bonhomme qui l'a fait. Donc voilà, c'est un peu ça le vin, c'est toute cette notion de terroir, ça regroupe le bonhomme, ça regroupe l'endroit et ça regroupe aussi le climat. D'accord. Et merci beaucoup. Du coup, on remercie Anastasia d'être venue nous parler de bon vin et de bonne science. On se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode spécial sur la transparence, et en attendant, que servir la science soit votre joie.